Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Gava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, pourquoi, dès qu'on est en conflit, on colle immédiatement une étiquette psychologique à l'autre? Et pourquoi ce réflexe, aussi humain soit-il, est l'une des erreurs les plus coûteuses que vous puissiez commettre? Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière tous ces diagnostics sauvages que l'on pose en situation de conflit, pourquoi ils semblent logiques, pourquoi ils sont presque toujours inexacts, et ce que le conflit lui-même fait à la personnalité de l'autre et à la vôtre. Et je vous donnerai à la fin un exercice concret pour commencer à changer de regard avant que la situation ne soit irréversible. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout, vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Commençons par quelque chose d'un peu inconfortable, un petit exercice mental. Pensez à votre dernier conflit important ou à quelqu'un avec qui vous avez eu une tension réelle. Et demandez-vous honnêtement, quels mots avez-vous utilisés pour décrire cette personne? Parce que vous en avez utilisé un, on en utilise toujours un. Il est complètement parano, c'est une vraie perverse narcissique, elle est clairement bipolaire, c'est un manipulateur en série. Oh, il est borderline, c'est évident. Elle est toxique. C'est un vrai psychopathe. Il est complètement fou. C'est une vraie hystérique. Ah, hystérique, un grand classique. Il a disparu des classifications des manuels de référence des troubles mentaux depuis 1980. Mais il continue pourtant d'avoir une carrière remarquable dans les cuisines, les open space et les séparations conjugales. Il est autiste, dit en guise d'insulte, pour dire « il ne comprend rien aux émotions ». Elle est en mode maniaque, pour dire « elle parle beaucoup ». C'est un narcissique, pour dire « il ne pense qu'à lui ». Il est complètement psychopathe, pour dire « il ne culpabilise jamais ». Vous voyez le catalogue? Et ce catalogue est immense. Il s'est encore élargi depuis les réseaux sociaux, les forums, les vidéos qui vous promettent de reconnaître le pervers narcissique en 7 signes, le manipulateur en 5 phrases, le bipolaire, le psychopathe. Ce contenu est partout. Il est consommé massivement et il crée quelque chose de très précis. Il crée l'illusion que vous pouvez diagnostiquer quelqu'un en quelques minutes d'observation. Vous ne pouvez pas. Et on va passer les 25 prochaines minutes à comprendre pourquoi. Alors, pourquoi on diagnostique? Eh bien, avant de juger ce réflexe, il faut le comprendre. Parce qu'il n'est pas stupide, il est humain, profondément humain. Quand quelqu'un devient difficile à comprendre, à prévoir, à raisonner, quand ses réactions vous semblent disproportionnées, illogiques, agressives, quand vos stratégies habituelles échouent les unes après les autres, votre cerveau fait quelque chose de parfaitement raisonnable. Il cherche une explication. En un mot psychiatrique, et un mot psychiatrique est une explication très commode, parce qu'il soulage, parce qu'il ordonne le chaos, parce qu'il donne l'impression de reprendre la main, parce qu'il produit une clarté qui était absente. Et surtout, parce qu'il déplace la responsabilité. S'il est comme ça, alors ce n'est pas moi. Si elle est borderline, alors tout s'explique. S'il est pervers, alors je n'ai plus à me remettre en question. On comprend très bien le soulagement, mais stratégiquement, c'est souvent une catastrophe. Et il y a quelque chose d'encore plus insidieux. Le diagnostic sauvage donne une illusion de supériorité. Celui qui nomme se croit au-dessus. Moi, j'ai compris. Je vois ce qu'il est vraiment. Ah, je me laisse plus avoir. En réalité, le diagnostic a simplifié. Et simplifier un conflit, c'est perdre de l'information. Et perdre de l'information en conflit, c'est perdre du pouvoir d'action. Voilà le cœur du problème.
Quand vous diagnostiquez l'autre en conflit, vous confondez systématiquement 3 niveaux très différents. Premier niveau, la structure de personnalité. C'est ce qui est durable, ce sont les modes de pensée, de relation, de gestion des émotions qui reviennent à travers le temps, les contextes, les années. C'est ce qui décrit vraiment quelqu'un de manière stable. Deuxième niveau, c'est l'état du moment. C'est ce qui peut fortement modifier le fonctionnement d'une personne sans pour autant décrire qui elle est. Une dépression, un épisode de stress aigu, un épuisement profond, un deuil, un trauma récemment activé, un manque de sommeil sévère. Des études en neuropsychologie montrent clairement que le manque de sommeil chronique altère la régulation émotionnelle, la capacité à comprendre les états mentaux de l'autre et même la cohérence du discours. Une personne sévèrement privée de sommeil peut sembler confuse, incohérente ou réagir de façon disproportionnée. Ce n'est pas une pathologie, c'est de la biologie. Et troisième niveau, les effets du conflit lui-même. Et c'est là que presque tout le monde se trompe. Ce que le conflit fabrique. Le conflit n'est pas un révélateur neutre. Il ne montre pas simplement qui les gens sont vraiment. Il produit lui-même des effets puissants, mesurables, documentés. Le conflit fabrique de la méfiance, même chez des gens qui, en temps normal, font facilement confiance. Le conflit fabrique de la rigidité. Des gens flexibles deviennent inflexibles sous pression prolongée. Le conflit fabrique des récits obsessionnels, des ruminations qui occupent toute la bande passante mentale. Le conflit fabrique de l'hypervigilance, un état d'alerte permanent, il filtre tout à travers la menace. Le conflit fabrique des faux oui, donnés pour arrêter la pression, pas parce qu'on est d'accord. Le conflit fabrique des silences, qui ressemblent à du mépris, mais qui sont souvent de la saturation. Le conflit fabrique des colères, qui ressemblent à de la violence froide, mais qui sont souvent de l'impuissance accumulée. Le conflit fabrique un besoin de tout contrôler, qui ressemble à un trouble de la personnalité, mais qui est d'abord une tentative désespérée de reprendre pied dans une situation chaotique. Et le conflit fabrique de la confusion, parfois de véritables blocages cognitifs, pas de la psychose, de la surcharge. Autrement dit, ce que vous voyez chez l'autre en conflit n'est pas nécessairement l'autre. C'est parfois l'autre sous pression, l'autre blessé, l'autre épuisé, l'autre qui tente de survivre psychiquement à une situation qu'il ne maîtrise plus. Et cela change tout à la lecture. Prenons maintenant les cas un par un, parce que chaque étiquette courante cache une confusion précise. Alors la paranoïa, quelqu'un qui vérifie tout, il soupçonne, il lit dans les détails des intentions cachées, il pose des questions incessantes, il exige des preuves de tout. Vous dites, c'est un paranoïaque. Mais arrêtez-vous un instant. Est-ce que cette personne a déjà été trahie dans ce conflit? Est-ce qu'elle a subi du gaslighting, c'est-à-dire qu'on lui a fait douter de sa propre perception de la réalité? Est-ce qu'elle est engagée dans une procédure où chaque document peut être retourné contre elle? Est-ce que les événements lui ont réellement montré qu'elle ne pouvait pas faire confiance? La méfiance intense peut être un trait de personnalité stable. Elle peut aussi être une adaptation rationnelle à une expérience réelle de menace. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas la même stratégie. Ensuite, le psychopathe ou la personne sans empathie. Quelqu'un devient froid, détaché, presque clinique. Il répond à vos messages avec une sécheresse qui glace. Il semble ne rien ressentir. Vous pensez, mais c'est un psychopathe. Mais cette froideur peut être une protection. Certaines personnes se glacent pour ne pas s'effondrer. D'autres se dissocient, c'est-à-dire se coupent de leurs émotions parce que l'intensité du conflit a dépassé leur seuil de tolérance. D'autres encore ont décidé délibérément de ne plus donner aucune prise. D'autres enfin sont en phase de sidération, un état de choc qui ressemble à de l'indifférence mais qui n'en est pas.
La froideur n'est pas toujours un vide moral. Elle peut être un vide de survie. Le borderline ou la personne instable. Quelqu'un monte très vite, pleure, accuse, appelle 10 fois, menace de tout arrêter. Revient le lendemain comme si de rien n'était. Repart en escalade. Vous dites, il est clairement borderline. Mais une tempête émotionnelle peut venir de bien d'autres sources. Un trauma réactivé, une ancienne blessure qui se réveille face à ce que le conflit actuel lui rappelle. Un sentiment d'abandon réel. Une accumulation de blessures dans le conflit lui-même, sans issue visible. Une panique face à ce qui semble être la fin d'un lien essentiel. Le style de la réaction ne suffit pas à conclure sur la structure. C'est une règle fondamentale que tout clinicien apprend et que presque personne n'applique en dehors du cabinet. Le manipulateur. Quelqu'un dit oui, puis ne fait pas. Il change de position selon les interlocuteurs. Il donne l'impression de jouer sur plusieurs tableaux. Il reformule les faits à son avantage. Vous dites, ça c'est un manipulateur. Peut-être. Mais quelqu'un qui dit oui sans vraiment le penser peut aussi être quelqu'un qui a peur du conflit, qui évite la confrontation, qui ne sait pas tenir une position sous pression. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la dépendance relationnelle. Quelqu'un qui reformule les faits à son avantage peut aussi être quelqu'un dont la réalité subjective est sincèrement différente de la vôtre. Ce n'est pas nécessairement de la malhonnêteté. C'est parfois ce que les psychologues appellent un biais de confirmation. On ne retient que ce qui confirme notre version de l'histoire et pas le reste. Nous le faisons tous, par ailleurs. Le bipolaire. Quelqu'un est enthousiaste un jour, effondré le lendemain. Il prend des décisions impulsives. Il parle très vite sur certaines périodes. Il est imprévisible. Vous dites, il est bipolaire. Mais le trouble bipolaire, au sens clinique, ce ne sont pas des variations d'humeur ordinaires. Ce sont des épisodes caractérisés. Des phases maniaques ou hypomaniaques avec une élévation de l'humeur, une réduction du besoin de sommeil, une désinhibition marquée, une pensée accélérée, des prises de décision impulsives, et dans les formes sévères des symptômes psychotiques, et des phases dépressives profondes. Et ces épisodes durent. Ce que vous observez peut être cela. Ce peut être aussi de la variabilité émotionnelle normale sous stress intense. Ou simplement quelqu'un qui vit très mal les incertitudes du conflit. Ce ne sont pas les mêmes leviers, ce ne sont pas les mêmes stratégies. Après, le pervers narcissique. Ah, c'est le grand mot. Quelqu'un se met en avant. Il n'admet jamais ses torts. Il minimise vos souffrances. Il se pose toujours en victime. Il manque visiblement d'empathie. Vous dites, c'est un pervers narcissique. Or, voici ce que la clinique enseigne. Le trouble narcissique de la personnalité existe. Il implique notamment une grandiosité envahissante, un besoin excessif d'admiration et un manque d'empathie. Ce sont des schémas durables, pas des comportements circonstanciels. Mais quelqu'un qui, sous l'humiliation du conflit, se rigidifie, refuse d'admettre ses torts et attaque plutôt que de céder, n'est pas forcément un narcissique pathologique. Il peut être quelqu'un dont l'image de lui-même a été suffisamment atteinte pour déclencher ce mode défensif. Ce que l'on appelle une atteinte identitaire. L'atteinte identitaire, c'est le moment où le conflit cesse d'être un désaccord sur des faits ou des intérêts. C'est le moment où la personne vit la situation comme une menace sur ce qu'elle est, pas seulement sur ce qu'elle a ou ce qu'elle veut. À partir de ce moment-là, la logique change complètement. Elle ne peut plus reculer sans avoir le sentiment de se perdre. Elle ne peut plus admettre sans avoir l'impression de s'effondrer. Et quand deux personnes sont simultanément en atteinte identitaire, le conflit bascule. Il ne s'agit plus de régler un problème, il s'agit de survivre symboliquement. C'est ce qu'on appelle le duel identitaire. Et dans un duel identitaire, les mots « tu as tort » sont vécus comme « tu n'existes pas ». Les mots « je vais te prouver que tu as tort » sont vécus comme une déclaration de guerre. Et chaque concession devient une capitulation inacceptable. Voilà pourquoi, face à quelqu'un en atteinte identitaire, la confrontation frontale est presque toujours contre-productive.
Ce n'est pas de la faiblesse que de le comprendre, c'est de la précision. Alors l'autiste ou la personne qui ne comprend rien aux émotions. Ce mot est utilisé dans les conflits comme une insulte. Il est autiste, pour dire il est imperméable à ce que je ressens. Il manque totalement d'empathie, pour conclure que c'est quelqu'un de dangereux. Mais voici ce que la recherche nous dit. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental, pas un trouble de la personnalité, pas un manque de valeur, pas une indifférence délibérée. Une personne autiste peut avoir des difficultés à décoder l'implicite, les sous-entendus, les codes sociaux non formulés. Elle peut se surcharger dans des situations complexes, rater des signaux que vous considérez comme évidents. Si vous moralisez cela, si vous le lisez comme du mépris ou de la froideur volontaire, vous ajoutez de la honte à un malentendu. La bonne stratégie ici n'est pas émotionnelle, elle est structurelle. Clarté, explication, une chose à la fois, réduction des doubles messages. Et le harcèlement. Un cas particulièrement important. Quelqu'un envoie des messages répétés, il relance sans cesse, il ne lâche pas. Il escalade quand vous n'avez pas répondu. Vous dites « je suis harcelé ». Parfois, c'est vrai. Mais parfois, vous êtes dans ce que les spécialistes appellent un harcèlement de représailles. Nous en avons déjà parlé dans un précédent épisode. C'est un conflit qui a dégénéré, dans lequel chaque partie vit l'autre comme son persécuteur. Chacun se voit comme la victime. Chacun lit les actes de l'autre comme une agression. Et chacun réagit en conséquence. Ce qui est vécu par l'autre comme une nouvelle agression. Ce n'est pas la même chose qu'un harcèlement structurel, unilatéral, où une personne en position de pouvoir cible délibérément une autre. Et si vous confondez les deux, vous allez escalader. Vous allez judiciariser à contretemps. Vous allez rigidifier l'ensemble du système. Et vous allez couper toutes les issues qui auraient pu encore exister. Voilà ce que coûte un mauvais diagnostic. Il y a un point que nous n'avons pas encore abordé et il est fondamental. En conflit, ce n'est pas seulement l'autre qui est modifié. Vous l'êtes aussi. Votre propre perception de l'autre change. Parce que vous êtes blessé, parce que vous êtes épuisé, parce que vous avez besoin d'avoir raison, parce que vous cherchez à donner un sens supportable à ce que vous subissez, parce que votre cerveau, lui aussi, est passé en mode alerte. Et en mode alerte, le cerveau fait quelque chose de très précis. Il cherche la confirmation. On appelle cela le biais de confirmation. Vous allez retenir ce qui valide votre version. Vous allez minimiser ce qui la contredit. Vous allez interpréter les ambiguïtés dans le sens le plus menaçant. Ajoutez à cela le phénomène de polarisation. Dans un conflit prolongé, la représentation de l'autre se simplifie. Ce qui était nuancé devient noir ou blanc. Ce qui était complexe devient caricatural. L'autre n'est plus une personne entière, il devient un personnage. Et un diagnostic psychiatrique est souvent le dernier stade de cette polarisation. Il est fou, tout s'explique, le personnage est complet. Ce qui est triste, c'est que vous pouvez sincèrement croire ce que vous dites. Vous ne mentez pas. Vous avez besoin de cet ordre pour tenir dans une situation qui vous épuise. Mais l'ordre que vous avez créé est faux et il vous coûte des options. C'est pour cette raison que dans certaines situations, la première personne sur laquelle il faut travailler, c'est vous. Pas parce que c'est de votre faute, mais parce que vous êtes la seule variable sur laquelle vous avez une prise directe. Vous avez du pouvoir. Maintenant, posons les choses clairement. Pas pour vous décourager, mais pour que vous compreniez pourquoi cette limite est une protection pour vous et pour l'autre. Un diagnostic clinique, c'est le résultat d'une évaluation longue, réalisée par un professionnel formé spécifiquement à cela, dans un cadre neutre, sur plusieurs entretiens, dans plusieurs circonstances, à l'aide d'outils standardisés et validés. Un psychiatre ou un psychologue clinicien ne pose pas un diagnostic en une session. Il ne pose pas un diagnostic depuis un seul angle, depuis un seul rapport, depuis une seule relation, depuis une seule situation.
Il considère la durabilité des schémas, des comportements, l'intensité des symptômes, leur impact sur le fonctionnement, leur indépendance par rapport au contexte. Vous observez quelqu'un sous pression dans un contexte conflictuel avec votre propre peur, votre propre blessure, votre propre besoin d'avoir raison, depuis une seule position relationnelle. Ce n'est pas de votre faute encore, c'est inhérent à la situation. Mais cela doit vous rendre modeste. Il y a autre chose. Même les professionnels se trompent. Même à l'issue d'une évaluation rigoureuse, les diagnostics évoluent, se nuancent, se reconsidèrent. Les catégories diagnostiques elles-mêmes changent. Le DSM est à sa 5e édition révisée. Des diagnostics qui existaient ont disparu. D'autres ont été créés. Des frontières entre troubles sont constamment rediscutées par les chercheurs. Cela ne veut pas dire que les troubles psychologiques n'existent pas, ils existent, ils sont réels, ils ont des conséquences concrètes. Cela veut dire que même des professionnels entraînés avec des outils fiables dans un cadre neutre travaillent avec des hypothèses probabilistes, pas avec des certitudes absolues. Vous, en conflit avec votre propre implication, votre propre blessure, votre propre besoin que la situation ait un sens, vous n'avez pas d'hypothèse. Vous finissez par avoir une conviction. Et la conviction en conflit est rarement votre meilleur allié. Voici maintenant la conséquence la plus concrète. Un faux diagnostic ne produit pas seulement une fausse représentation de l'autre. Il produit une fausse stratégie. Et c'est là que vous payez vraiment. Si vous croyez avoir affaire à un paranoïaque, vous allez le traiter comme quelqu'un d'irrationnel. Vous allez arrêter d'expliquer. Vous allez perdre en cohérence. Parce que vous avez baissé les bras sur la logique. Or, ce dont cette personne a peut-être besoin, c'est exactement de davantage de clarté, de traçabilité, de cohérence. Si vous croyez avoir affaire à un psychopathe, vous allez vous durcir. Vous allez couper toute tentative d'échange. Vous allez adopter une posture de guerre. Or, peut-être que vous avez en face quelqu'un d'épuisé, un retrait protecteur, qui réagirait à une autre approche. Si vous croyez avoir affaire à un borderline, vous allez argumenter au moment de la tempête émotionnelle. Ce qui est précisément le pire moment pour argumenter. Et vous allez aggraver l'orage en cherchant à avoir raison. Si vous croyez avoir affaire à un manipulateur, vous allez surcontrôler. Vous allez chercher la preuve de chaque intention. Et cette attitude de surveillance va elle-même aggraver la relation. Nourrir la méfiance des deux côtés et parfois provoquer ce que vous redoutiez. C'est le paradoxe du diagnostic sauvage. En croyant comprendre, vous vous enfermez. En nommant, vous figez. Et un conflit figé sur une identité pathologique de l'autre, c'est un conflit qui ne peut plus évoluer. Alors, quelle est la bonne question ? C'est pas qu'est-ce qu'il est, mais qu'est-ce qui le pilote là, dans cette situation ? Est-ce la peur ? La menace de perdre quelque chose d'essentiel ? L'humiliation ? Le besoin de contrôle face au chaos ? La peur de l'abandon ? Le besoin de gagner pour ne pas se sentir inexistant ? L'épuisement ? Une activation traumatique ? L'intérêt pur ? Tant que vous n'avez pas une hypothèse sur ce levier-là, vous ne savez pas comment parler. Et le levier, vous pouvez souvent le lire. Pas avec certitude, pas comme un diagnostic, mais comme une hypothèse de travail. Ce déplacement est considérable parce qu'il vous fait passer d'une psychologie d'étiquette à une lecture stratégique. Et la lecture stratégique, contrairement à l'étiquette, vous donne des options. Si vous n'y voyez pas clair, vous pouvez toujours me contacter en expliquant le cas et je vous donnerai différentes hypothèses.
En tout cas, vous pouvez commencer à voir que quelqu'un de très méfiant n'a peut-être pas besoin d'être rassuré affectivement. Il a peut-être besoin d'un cadre plus lisible, plus cohérent, plus traçable. Vous pouvez comprendre que quelqu'un en atteinte identitaire ne doit peut-être pas être confronté frontalement, même si vous voyez très bien ses torts. Vous pouvez reconnaître que quelqu'un de très émotionnellement débordé n'est pas accessible à vos démonstrations logiques tant qu'il n'est pas revenu à un état de régulation minimale. Vous pouvez accepter qu'une partie de ce que vous observez vient du conflit lui-même et non d'une essence pathologique. Et il y a quelque chose qui mérite d'être dit ici. Cette façon de lire les conflits n'est pas instinctive. Elle demande un effort. Elle demande de vous arrêter au moment où vous avez le plus envie de réagir. Elle demande de suspendre votre besoin immédiat d'avoir raison. Elle demande de tolérer l'incertitude. Je ne sais pas exactement ce qu'il a, mais voici ce que j'observe et voici ce que je peux ajuster. C'est un travail, mais c'est le travail qui change les issues. Pas les mots plus forts, pas la bonne étiquette, pas la confrontation finale qui allait tout débloquer. Le changement vient de la qualité de votre lecture et de la justesse de votre ajustement. C'est d'ailleurs une partie de notre travail, arriver à décrypter un conflit, car suivant la lecture, on aura des leviers. Dans le prochain épisode, nous allons aller beaucoup plus loin sur ce point. Parce qu'une fois que vous avez arrêté de diagnostiquer, une fois que vous avez une hypothèse sur ce qui pilote l'autre, que faites-vous concrètement? Comment parler à quelqu'un de méfiant sans nourrir sa méfiance? Comment gérer quelqu'un en duel identitaire sans déclencher la guerre? Comment repérer le faux accord? Comment cadrer quelqu'un de contrôlant sans entrer en guerre avec lui? On va voir tout ça dans l'épisode suivant. Mais avant de conclure, voici votre exercice. Il est simple, très simple, mais il change de façon significative la qualité de votre lecture. La prochaine fois que vous vous entendez penser ou dire « il est » ou « elle est », remplacez par « il agit comme si » ou « elle agit comme si ». Il s'agit ou il agit comme s'il se sentait profondément menacé. Elle agit comme si tout désaccord était une trahison. Il agit comme s'il devait absolument garder le contrôle pour ne pas s'effondrer. Elle agit comme si la seule manière de se protéger était d'attaquer en premier. Vous voyez la différence? Il est ferme. Il agit comme si ouvre. Il est donne une identité immuable. Il agit comme si décrit un comportement qui a une cause, un contexte, une logique. Et un comportement qui a une logique, c'est un comportement qui peut évoluer si vous trouvez le bon levier. Une identité pathologique, elle ne bouge pas. Essayez ce simple déplacement sur vos conflits en cours. Observez ce que ça modifie dans votre lecture. Et rendez-vous dans l'épisode suivant. Si vous sentez que vous êtes pris dans un conflit difficile et que vous n'arrivez pas à démêler tout ça seul, n'hésitez pas à nous contacter chez Resolve.co. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching et médiation qui vous aident à faire cette analyse en profondeur. Pour plus d'informations, www.resolveco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était paranoïaque, manipulateur, pervers, arrêtez de diagnostiquer l'autre en conflit. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur notre site www.resolveco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt. Et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolveco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils,
abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Résolveco.